bonjour, docteur Escarguel. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour faire un débriefing pour les lecteurs de François. Donc, avec votre collectif, vous avez présenté plusieurs protocoles et plusieurs alternatives et étudié les protocoles du professeur Raoult. L'objectif de ce débriefing, c'est pour couvrir 4 ou 5 sujets, donc présenter votre collectif, présenter vos analyses, les conséquences critiques, les critiques que vous pouvez avoir, les conséquences pour les Français et éventuellement évoquer la vaccination. Je vais vous donc laisser la parole. Est-ce que vous pourriez vous présenter, ainsi présenter l'historique de votre collectif et comment vous êtes venus à travailler ensemble? Oui, bonjour à tous les auditeurs et à vous-même. Voilà, je me présente, je suis Claude Escarguel, je suis microbiologiste de formation et je ne suis pas clinicien, mais je travaille avec tout un collectif de médecins, notamment mon fils qui est pneumologue et responsable d'unité Covid dans un hôpital de Marseille. Et ce collectif, dont je suis le porte-parole, s'appelle Azitro d'hospitalisation. Alors, pourquoi ce collectif et d'où vient-il et quelle est son origine? Il faut savoir que dès le début, fin février, début mars, Didier Raoult a proposé une bithérapie pour essayer d'éradiquer et de traiter les Covid dès le premier symptôme à base d'azithromycine et d'hydroxychloroquine. Là-dessus, donc, le 26 mars a eu lieu une circulaire interdisant aux médecins de ville d'utiliser l'hydroxychloroquine. Et donc, un certain nombre de médecins n'ont traité qu'à l'azithromycine, notamment les médecins de l'Est, plus de beaucoup d'autres médecins. Et j'ai été surpris en les contactant de voir les résultats qu'ils obtenaient en ne traitant qu'avec ces antibiotiques. Alors, en observant les courbes de Gautret que l'IHU de Marseille a édité, et avec mon expérience, puisque j'avais déposé des brevets à l'époque sur les bactéries intracellulaires qui qui pourraient être des cofacteurs des infections virales, je me suis posé la question, est-ce que dessous ces résultats surprenants de l'azithromycine, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une activité sur des opportunistes bactériens qui colonisent parfois ou les poumons ou la flore intestinale. Alors nous nous sommes réunis, nous avons fait appel donc avec tous ces médecins, qui a ce collectif qui s'appelle Azitro d'hospitalisation, réunit donc un grand nombre de médecins et nous avons collecté, c'est une étude observationnelle rétroactive, plus de 3500 patients traités à l'azithromycine. Et nous les avons comparés aux résultats nationaux et de l'IHU. Alors, il faut bien faire attention quand on compare, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer, nous on parle en termes de létalité, c'est-à-dire non pas de mortalité. La mortalité, c'est le nombre de décès par million d'habitants. La létalité, c'est le nombre de décès par rapport aux personnes infectées. C'est ce qui est intéressant, de savoir si la thérapeutique a été la bonne. Il faut partir des malades infectés qui sont diagnostiqués. Alors, nous avons la moyenne nationale aujourd'hui, à ce jour, de 2 200 000 à peu près infectés et aux environs de 50 000 morts, ce qui nous fait une moyenne de létalité de 2,7. Ce sont des chiffres officiels. Ensuite, nous avons donc les résultats de l'IHU. Les résultats de l'IHU, qui sont pareils, donnent à peu près 0,6% de létalité par rapport au nombre de malades diagnostiqués positifs, puisqu'ils ont screené toutes les personnes qui venaient se présenter. Et les médecins du groupe Azitro d'hospitalisation, de façon surprenante, ont un taux de 0,2% de létalité, c'est-à-dire très, très faible, et donc bien inférieur à l'IHU, alors qu'il faut remarquer qu'en France, dans les dépistages, il y a beaucoup d'asymptomatiques, que chez Didier Raoult, il y en a moins, donc théoriquement, le chiffre de létalité devrait être plus grand. Et chez les médecins de groupe Azitro d'hospitalisation, il n'y a que des gens symptomatiques, puisque les malades qui viennent voir les médecins pour se faire soigner, ce n'est pas des malades asymptomatiques. Donc, normalement,
ce taux de 0,2 est un taux plafond puisqu'il n'y a aucun asymptomatique dans cette statistique. Et donc, juste si je peux me permettre, dans ce que vous appelez dans les 2,2 millions, là, vous prenez l'entièreté des personnes qui ont été testées, on va dire. Testées en France, l'entièreté Donc, des personnes testées en France. avec l'élément d'aléa au niveau de la précision sur les tests. Oui, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. L'aléa pour les télétests, c'est vrai pour la statistique nationale, la statistique de l'IHU, bien qu'à l'IHU, ils aient pris les précautions de mettre la barre du nombre de cycles à 30, 35, et alors que dans d'autres expériences, d'autres dépistages, ils mettent la barre un plus haut à 40, 45, et donc on risque avec des faux positifs. Et donc, dans votre collectif, les symptomatiques ont été définis sur le tableau clinique du patient. Alors, et essentiellement au début sur le tableau clinique, parce que c'était en pleine période de pandémie dans l'Est notamment. Donc, quand une personne arrivait à cette époque-là, en mars-avril, avec des signes cliniques, il n'y avait pas photo, c'était bien des Covid, et confirmé souvent a posteriori par une PCR, mais le traitement débutait dès les premiers symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui doit être traitée dès les premiers symptômes, sinon, après, l'antibiotique n'a plus d'effet, puisque nous sommes dans une première phase virale qui dure à peu près 7 jours après les premiers symptômes, mais elle avait déjà commencé 5 jours avant. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter la réplication du virus. Et cette réplication du virus est due, à notre avis, c'est une hypothèse qu'on a transmise à l'IHU, qu'on a transmise au ministère, qu'on a transmis à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences et à l'OMS. Notre hypothèse est que ce sont les germes opportunistes, puisque nous avions à l'époque déposé un brevet qui illustrait que les mycoplasmes pulmonaires amplifient la réplication du virus à RNA. Comme à l'époque, on avait l'herpès, à l'époque, on avait le virus syncytial respiratoire, on n'avait pas bien sûr le Covid. Et là, actuellement, on a demandé à l'IHU de Marseille de vérifier si ce mycoplasme, qui est un germe intracellulaire, peut agir sur la réplication, de prouver qu'il agit sur la réplication du Covid, du SARS-CoV-2. Donc, si vous voulez, c'est une étude qui est en cours. Mais il n'y a pas que ce germe-là, il n'y a pas que le mycoplasme pulmonaire. Il peut y avoir d'autres intracellulaires comme les Borrelia, comme les Coxiella, comme les chlamydia pneumoniae, les légionnelles et même les Prevotella au point de vue digestif. D'accord. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, on a émis l'hypothèse de ces résultats qui étaient préférables et plus intéressants que ceux de l'IHU, c'est que l'hydroxychloroquine, qui est un immunomodulateur, donc qui vous module, qui vous freine la réponse immunitaire, normalement, en tout début d'infection, est un peu théoriquement contre-productif, puisque au début d'une infection, vous avez besoin de tous vos éléments de défense. Et donc, c'est une des hypothèses pour lesquelles ces médecins de ville ont des meilleurs résultats. La deuxième hypothèse, c'est que les traitements qu'ils ont donnés étaient parfois des durées plus longues, donc 7-10 jours, exactement comme on traite une pneumopathie atypique. Les pneumopathies atypiques sont classiquement traitées par les macrolides, puisque l'azithromycine fait partie de la famille des macrolides, mais qu'en plus, parfois, ces médecins de ville ont adapté leur thérapeutique en fonction des résultats qu'ils avaient, et parfois, ils sont passés à un autre antibiotique de la famille des macrolides, comme la clarithromycine, ou parfois même avec du zinc, toujours associé avec du zinc. Hein, c'est une classique des précautions. Donc, on peut expliquer ces différences à ces niveaux-là, mais il faut quand même observer que ce soit azithromycine seule ou que ce soit azithromycine avec hydroxychloroquine, énormément de malades ont été sauvés et de l'hospitalisation et des décès. Et ensuite, surtout, et aujourd'hui c'est ce que nous sommes en train d'étudier et de comparer, surtout des formes longues de Covid. Parce que les formes longues de Covid peuvent se manifester sur des patients qui sont peu symptomatiques. Et ils peuvent développer un mois après ou 4 semaines ou 3 semaines après des syndromes graves qui les handicapent tout le long de leur vie. On travaille actuellement avec une association de malades qui s'appelle l'UPGCS, qui
qui rassemble beaucoup de malades de Covid long, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une relation entre malades non traités dès les premiers symptômes et Covid long, et qui sont ralentis justement ou diminués dès qu'on traite, ce qui paraît logique. Dès qu'on diminue la charge virale, les dégâts sont beaucoup moins grands. Donc, dans le cadre de vos travaux, vous avez donc préparé un article que Nous vous avons avez… envoyé un article donc, à l'Académie de médecine, à Jean-François Mattei, qui était un camarade d'internat, qui était avec moi interne dans les hôpitaux de Marseille. Nous avons envoyé un article à l'Académie des sciences, à M. Jean-François Bach, qui est une référence en immunologie et qui est une référence dans tous ces domaines. Et nous avons envoyé, bien entendu, aussi à l'OMS. Et nous avons envoyé ces articles au ministère de la Santé dès le début. Dès que nous avons observé les effets de l'azithromycine, nous avons envoyé à M. Véran, au conseil scientifique, donc à M. Lina et à M. Fontanet, ces observations. Nous n'avons jamais eu une réponse. Et les seules réponses que les autorités sanitaires ont données, ça a été de menacer les médecins de l'Est dès qu'ils ont déclaré dans les revues locales qu'ils avaient eu des résultats surprenants. Si vous voulez, ils ont été menacés et par le Conseil de l'Ordre et par les ARS. Vous avez ici un exemple d'un livre qui a été, je vous le montre, qui a été fait par un de ces médecins, donc qui a été subi les répressions du Conseil de l'Ordre et des ARS. C'est le docteur Erstein qui a écrit un livre, Je ne pouvais pas les laisser mourir. Et en gros, ce qu'il y a, ça vient du fait que dès le début de l'infection, les autorités sanitaires ont interdit non seulement l'hydroxychloroquine, mais ont dit, sans aucune preuve scientifique, les antibiotiques ne marchent pas. Et donc, beaucoup de médecins, pour ne pas déroger aux recommandations des autorités sanitaires, n'ont pas traité aux antibiotiques. Et inversement, d'autres ont maintenu leur classique démarche qu'ils avaient sur les pneumopathies atypiques et ont traité à l'azithromycine ou à d'autres macrolides dans ces infections. Et si vous voulez, comme pour eux, ça déclarer aujourd'hui que les antibiotiques marchent, ce serait se dénir totalement de leur a priori de départ qui n'était pas fondé. On leur a demandé, bien entendu, de faire des expériences randomisées, puisqu'il ne se fit qu'aux randomisations. Hein. On leur a dit, mais prenez 20 médecins qui traitent l'azithromycine, et prenez-vous, autorité sanitaire, 20 médecins qui traitent avec ce qu'on appelle la règle des 4D, Doliprane, dodo, domicile et décès. Vous les suivez et vous faites une comparaison. Donc, alors le ministère de la Recherche aussi a été informé. Voilà, il y a beaucoup de personnes officiellement qui ont été informées de cette piste. Vous avez eu des relais à l'étranger? Vous avez parlé avec vos collègues étrangers? Oui, on travaille beaucoup avec les Américains qui ont fait aussi un algorithme thérapeutique. Les Américains, si vous voulez, restent très souvent sur le protocole azithromycine, hydroxychloroquine, mais à une nuance près. C'est qu'ils ont baissé le taux d'hydroxychloroquine. Donc, au lieu d'être à 600 mg comme à l'IHU, ils mettent l'hydroxychloroquine à 200 mg, un peu ce qui est donné dans les maladies auto-immunes, les lupus ou les polyarthrites rhumatoïdes. Et effectivement, comme Didier Raoult, il n'y a aucun effet secondaire dans les torsades de pointe ou autres qui ont été décrites par Mme Bachelot, comme si c'était quelque chose qui allait faire mourir des tas de gens. Donc, si vous voulez, on est en relation avec eux, on travaille avec eux. Il y a une étude qui est en cours aux États-Unis à l'Université de Californie à San Francisco sur justement le traitement à l'azithromycine seule. Il y avait en France un travail qui était lancé par le professeur Trélulier à Cochin qui voulait vérifier sur les personnels hospitaliers si l'azithromycine ou l'hydroxychloroquine pouvaient avoir un effet prophylactique. Ce qui est intéressant, la prophylaxie, c'est pour les EHPAD ou les malades à risque. Mais ce travail n'a jamais abouti. Il y avait un autre travail en cours, c'était à l'hôpital de Poitiers, qui n'a jamais abouti non plus, parce que je pense que les autorités n'ont pas envie
de donner l'information que les antibiotiques, notamment les macrolides qui agissent sur les intracellulaires entre autres, donnent de bons résultats. Et donc, en fait, c'est quelque part, ils ne veulent pas qu'on soigne les gens, quoi. Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'ils s'entêtent dans leur erreur. Vous savez, quand déjà, des fois, font des fausses routes, ils continuent plutôt que de faire machine arrière, alors que la sagesse, des fois, voudrait que au moins ils valident ou invalident. Nous, ce qu'on leur a demandé, nous ne sommes pas des ayatollahs de la pensée macrolide. Nous leur avons demandé de dire simplement, voilà, vous avez les moyens, vous, en tant qu'autorité sanitaire, de valider ou d'invalider cette piste. Mais au moins, donnez-nous une réponse. Et au moins, laissez les gens libres de prescrire. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on trouve ça scandaleux. On est le seul pays, d'ailleurs les résultats de mortalité se retrouvent clairement, c'est une évidence, nous sommes le seul pays où on a interdit aux gens de traiter. Donc, dans votre article, j'ai vu quelques éléments. En fait, vous êtes critique du protocole du professeur Raoult, vous lui donnez raison pour certaines choses et vous critiquez aussi son approche pour d'autres. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, le professeur Raoult, que je connais très bien, qui est un ami de longue date, ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît, j'ai travaillé avec lui très longtemps. Heureusement qu'il était là, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu voir que l'azithromycine, par rapport à l'hydroxychloroquine, dans la courbe de Gautret, faisait chuter brutalement la charge virale des malades. Ensuite, il a quand même, dans son protocole, hydroxychloroquine, azithromycine, sauvé plus d'un malade sur deux de la mort. Donc, si vous voulez, mais on a le droit, d'ailleurs c'est lui qui l'a écrit quand il est passé devant le Sénat, on a le droit, la polémique en science est utile, et il a dit, moi je ne suis pas opposé à ceux qui sont opposés à mes façons de voir. Nous, ce n'est pas que nous sommes opposés à ces façons de voir, c'est que nous avons constaté expérimentalement que l'antibiotique seul donnait de meilleurs résultats, et nous avons émis l'hypothèse que l'hydroxychloroquine, en tout début d'infection, pas après, au 8e jour, elle va agir au contraire, comme un anti-inflammatoire, comme un immunomodulateur, et ça va peut-être effectivement là agir sur la phase inflammatoire. Une fois que la phase virale est passée, l'hydroxychloroquine, d'ailleurs ça a été prouvé par les Anglais dans des travaux, où ils ont constaté que l'hydroxychloroquine était aussi efficace que la dexaméthasone à cette phase-là. Mais donc, ce n'est pas une critique de Didier Raoult, c'est simplement une divergence d'approche thérapeutique qui est donc illustrée dans notre algorithme que nous avons proposé, que nous proposons au ministère de la Santé. Nous avons écrit donc au ministre et au président de la République. Et là, nous demandons un audit au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, parce que je pense qu'il faut que les représentants, les élus de la nation soient au courant qu'il y a une alternative entre… Il y a tellement eu de débats sur l'hydroxychloroquine, il y a tellement de gens qui l'ont testé dans des mauvaises conditions, il y a tellement de gens qui l'ont traité qu'en milieu hospitalier, alors qu'il fallait la traiter au tout début des premiers symptômes. Il y a tellement de gens qui n'ont pas associé l'azithromycine, qui était pour nous la molécule qui était efficace dans cette association dès le début des premiers symptômes. Il y a tellement de gens qui ont dévié le protocole de Didier Raoult que ça a créé une situation. C'est Bernard-Henri Lévy qui écrit dans son livre Le virus qui rend fou. Je pense que ça a rendu des gens fous. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce débat de scientifico-médical, en fait, a empêché certains Français d'être soignés quelque part. Je pense réellement que s'il y avait une écoute, vous savez, ce conseil scientifique, à mon avis, c'est peut-être pour ça que Didier Raoult s'en est sorti, à mon avis, ils sont restés assez sectaires sur leur point de vue. La haute autorité de santé, pareil, et parlons pas de la DGS, de M. Salomon, qui lui, à longueur de temps, répète il n'y a pas de traitement, alors qu'ils ils l'ont pas essayé. Si vous voulez, moi j'admets qu'ils disent le traitement de Didier Raoult ne marche pas, mais qu'ils l'essaient dans les conditions. Et quelles étaient les personnes qui pouvaient le tester? C'était que les médecins généralistes. Parce que qui voit les malades dès les premiers symptômes? Il n'y a que les médecins généralistes. Quand le malade arrive à l'hôpital, les premiers symptômes, ça fait longtemps qu'ils sont terminés. En général, ils vont à l'hôpital entre 8 et 10 jours ou même plus, 15 jours après. Donc la phase virale est terminée.
Donc, tous ceux qui ont critiqué Raoult avec des noms inimaginables, de charlatans, de ci, qui voulaient le condamner, tout ça, mais qu'ils nous disent au moins ce qu'ils ont fait, qu'ils nous disent au moins ce qu'ils ont proposé. Ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien fait. Donc, si vous voulez, même si on est en désaccord avec Didier Raoult sur une modalité d'application, on trouve que quand même, heureusement qu'il était là, et j'espère que l'avenir fera regretter à ces gens d'avoir traité ce monsieur que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, je connais ses qualités, ses défauts. Il est comme nous tous. Moi, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Et Didier a d'énormes qualités et parfois il a des petits défauts quand il s'emporte un peu. Dites, docteur Scargel, un point quand même pour prendre la défense des autres médecins qui se sont un peu opposés au traitement de Didier Raoult. Ils ont essayé de conduire des études, que ce soit Discovery, Solidarity, iCovid. Donc, Oui, il y a mais eu qu'en des milieu hospitalier. tentatives. Mais qu'en milieu hospitalier, au moment où il est trop tard pour enrayer la phase virale. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et bien sûr, ils n'ont pas compris pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas vu l'intérêt de l'antibiotique que Didier avait mis dedans. Parce que Didier avait mis l'antibiotique, non pas pour les co-infections, parce que nous parlons de l'effet de l'antibiotique sur les co-agents, les complices. Lui, il avait mis l'antibiotique pour les surinfections éventuelles. Vous savez que parfois, les grippes, tout ça, se surinfectent avec des pneumocoques, des hémophilus, d'autres germes, disons, de surinfection. Mais là, ce n'est pas le cas. Pour nous, ce sont des co-infections. Et donc, comme ils n'ont pas senti l'intérêt de l'antibiotique, ils ne sont focalisés que sur l'hydroxychloroquine, qu'ils ont testé souvent toutes seules. Ils ont testé l'hydroxychloroquine seule. Donc, le protocole n'était pas du tout le même. Ils ne l'ont pas testé en début de symptômes de la maladie, puisqu'il n'y avait que les médecins généralistes qui pouvaient le voir. Ils ne l'ont pas testé souvent avec l'azithromycine. Et donc, ils en ont tiré des conclusions hâtives. Et comme certains, je pense, joue un peu sur les petits défauts de Didier, qui a des fois un peu une façon de parler un peu autoritaire. Ça, non, on se dit, ça y est, là on le coince. Et je pense qu'ils ne l'auront pas coincé parce que l'avenir lui aura redonné raison d'ouvrir une piste. Merci beaucoup pour ça. Et dites, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la vaccination. Donc, quelque part, si jamais vous nous dites qu'il y a un traitement qui fonctionne, surtout en phase précoce, qu'on ne l'a pas testé, est-ce que, d'après vous, ça remet en cause cette politique de vaccination ou ces besoins vaccinaux? Non, pour moi, ça ne remet pas en cause la politique de vaccination, puisque même si on arrive avec 0,2% de létalité à des taux voisins de la grippe, la vaccination contre la grippe est utile, parce qu'il y a des sujets fragiles. Par contre, nous, là, on vient de parler de thérapie, de traitement, mais il y a aussi une autre voie, une autre approche qui est intéressante, parallèlement à la vaccination, qui est la prophylaxie. Et là, depuis quelque temps, on avait émis l'hypothèse dans les EHPAD ou dans les malades à haut risque, c'est des traitements discontinus à raison de 2 jours par semaine, soit d'hydroxychloroquine, soit d'azithromycine, qui aux États-Unis, ont montré qu'il y avait des effets préventifs très intéressants. La preuve en est, c'est que tous les malades qui ont des maladies auto-immunes, le lupus érythémateux ou les polyarthrites chroniques évolutives, qui sont sous plaquenil, donc sous hydroxychloroquine à 200 mg, pratiquement aucun n'ont fait de Covid. Et le peu qui a fait de Covid n'ont pas été hospitalisés. C'est une étude, il y a Lupus France qui a montré ça. Il y a aussi une autre association, c'est les rhumatologues italiens. Sur 87 000 malades traités pour maladies chroniques sous plaquenil, il n'y a eu que 20 malades qui ont attrapé le Covid et très peu hospitalisés. Donc, et il n'y a eu aucun mort. Donc, si vous voulez, la prophylaxie, pour nous, est une approche comme la vaccinothérapie. Mais sur la vaccinothérapie, puisque vous m'interrogez là-dessus, il faut savoir, premièrement, que le virus mute. Là, par exemple, à l'IHU de Marseille, il y a actuellement 15 malades qui ont fait une première infection au printemps et qui refont une deuxième infection. Donc, on en est au 5e mutant. Et donc, faire un vaccin avec des virus qui mutent, donc si on fait un vaccin sur la souche du printemps
et qu'on vaccine tout le monde maintenant, il se peut très bien que la vaccinothérapie ait des problèmes. Il y a un deuxième souci de la vaccinothérapie, c'est lorsqu'on vaccine des gens, que ce soit pour le pneumocoque, que ce soit pour la grippe ou pour d'autres vaccinations. C'est pour ça qu'en France, il y a eu une vaccination tous azimuts contre la grippe, où il y avait très peu de grippe. Donc, on aurait pu être un peu plus prudent. Mais quand même, on a vacciné en pleine période épidémique. Et il y a un mécanisme, les Américains appellent ça l'ADE. Hein, c'est le mécanisme qui explique que lorsque votre organisme se défend contre le vaccin que vous venez d'injecter, de la grippe. Si à ce moment-là, 2 jours ou 3 jours après, vous attrapez le Covid, on a eu des cas, notamment la secrétaire d'un médecin qui est là, qui a eu des formes graves alors qu'elle n'avait aucune comorbidité. Et inversement, l'inverse est vrai aussi. Si vous êtes asymptomatique du Covid et que vous faites vacciner contre la grippe, et vous allez avoir ce même mécanisme qui va monopoliser les défenses immunitaires dans un sens ou dans l'autre et laisser exploser la Covid. Donc, dans la gravité des cas de cet automne, on se demande, c'est une question qu'on se pose et qu'on a posée aux autorités sanitaires, n'aurait-il pas été plus prudent lorsqu'on a conseillé à tous les gens de se vacciner contre la grippe, premièrement d'exiger qu'ils fassent une PCR ou un test avant de se vacciner, pour être sûr qu'ils ne sont pas en forme asymptomatique et donc qu'ils ne cumulent pas la double peine. Et deuxièmement, une fois vaccinés, s'ils sont négatifs, de bien rester isolés pendant 7 jours pour pas qu'à ce moment-là, ils rattrapent un Covid au moment, dans la période vaccinale des 7 jours. Donc, si vous voulez, il y a eu une imprudence, à notre avis, de la part des autorités sanitaires qui montre, à mon avis, le peu de crédibilité de ce conseil scientifique. Et c'est pour ça que nous avons créé, avec cet ensemble de médecins, un contre-conseil scientifique de terrain. C'est-à-dire que c'est quand même les gens qui voient les malades, les premiers sur le terrain, et qui ont énormément de cas, qui sont plus à même de dire, surtout sur les vaccinations, que ceux qui reçoivent les malades à l'hôpital et qui sont débordés. Les hospitaliers ont fait un très bon travail, ils ont été débordés, ils ont amélioré les techniques. Mais le problème, c'est que ce problème-là était un problème qu'il fallait aborder avec les médecins de ville et non pas uniquement avec les médecins hospitaliers. Vous avez parlé aussi de l'approche bactériologique de tout ça. Est-ce que donc, les médecins de ville, quid des dentistes pour la santé buccale, vu qu'on a quand même beaucoup de bactéries? Non, mais alors ce sont des bactéries opportunistes. Si vous voulez, les bactéries intracellulaires sont des bactéries qui surviennent sur des gens qui ont des immunodéficiences partielles. Lorsque vous avez une obésité, vous avez de l'hypertension, lorsque vous avez du diabète, lorsque vous avez un cancer traité ou lorsque vous vieillissez, votre système de défense est diminué et des petits germes opportunistes viennent se greffer dans vos poumons ou ailleurs. C'est la classique et ça peut être aussi parfois chez d'origine dentaire, hein, certains, mais pas majorité. Et ces germes ont une particularité, c'est qu'ils ont un mécanisme d'évitement. C'est-à-dire que l'évitement, ils changent de structure antigénique. Ils prennent des structures antigéniques proches de notre organisme. Ça fait que notre organisme ne les combat pas violemment, il reste quiescent, il reste furtif dans l'organisme et ils entraînent même, comme ils ont des antigènes voisins aux organismes, des maladies auto-immunes. Et c'est pour ça que dans les complications des Covid, on retrouve souvent des formes auto-immunes aussi de pathologie. Et juste pour revenir sur les vaccins, le vaccin ARN, vous êtes inquiet? Prudence. Vous êtes, Prudence. Ah oui, prudence. Si vous voulez, c'est une nouvelle technologie. Elle est alléchante parce qu'on a vu la rapidité avec laquelle on pouvait arriver à des résultats par rapport au vaccin Pasteur ou à d'autres vaccins. Mais je pense qu'il faut être très prudent, très prudent. Il y a des généticiens aujourd'hui qui disent attention, on ne sait pas ce que ça risque de faire sur l'organisme. Et comme, à mon avis, aujourd'hui, on peut osciller pour les malades à risque entre vaccination et prophylaxie,
et éventuellement traitement s'ils attrapent vraiment, malgré la prophylaxie qui est simple, hein, prophylaxie 2 jours par semaine d'hydroxychloroquine ou d'azithromycine, c'est relativement simple. Si malgré la prophylaxie, ils attrapent le Covid et qu'on les traite pendant 10 jours au macrolide, je pense qu'il faut peser dans les 3 chapitres le bénéfice et le risque. Prophylaxie, il n'y a aucun risque. Traitement, il n'y a aucun risque. Vaccination, aujourd'hui, il peut y avoir des risques. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre le vaccin. Je dis qu'il faut l'aborder avec prudence, avec la même prudence que les experts de plateau télé ont eu quand il s'agit d'utiliser l'hydroxychloroquine qui était utilisée depuis des centaines d'années ou de dizaines d'années à des millions d'exemplaires qui ont eu une grande prudence en disant attention, une molécule très dangereuse, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Juste pour revenir sur votre collectif, il y a à peu près combien de médecins dans ce collectif? Il y a à peu près 40 médecins qui ont… Parce que le problème qu'on a, c'est de laisser s'exprimer publiquement ces médecins. Il y en a beaucoup qui ont traité et qui ont peur des réprimandes du Conseil de l'Ordre et des ARS. Ils sont presque tétanisés parce qu'il est arrivé à chaque médecin qui a osé dire voilà, nous avons eu de tels résultats, nous avons… donc, si vous voulez, ils ont peur de sortir des clous, de sortir de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché, l'indication, comme il n'y a pas de RTU sur certaines molécules, donc même Didier n'en a pas eu. Bon, vous savez, je pense que nous on était aussi interne avec Maren Enki, qui était l'ancien directeur d'un NSM, qui lui soutient la piste du traitement précoce ambulatoire par azithromycine et hydroxychloroquine. Donc, si vous voulez, ce sont quand même des références. Hein. Et juste une dernière question. Donc, je comprends bien que ces médecins ont peur de parler pour les raisons que vous avez évoquées. Il y a un point que le professeur Raoult a pas mal évoqué, sont les conflits d'intérêts. Vous avez des liens d'intérêt avec les laboratoires, vous avez un… on a personnel et les gens qui traitent l'azithromycine ou les macrolides, la clarithromycine étant des molécules qui sont passées dans le domaine public où il n'y a aucun danger aucun risque d'avoir des conflits d'intérêts. Par contre, ce que je veux souligner, c'est que il pourrait être demandé à ces médecins de ville de publier. Mais les médecins de ville n'ont pas les moyens qu'ont les médecins hospitaliers de publier, parce que les industries pharmaceutiques ne vont pas soutenir des médecins de ville, ce qui est logique, pour dire qu'on peut traiter avec des molécules connues. Donc, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu, sans jouer à Zérik Azaray, c'est un peu comme celui qui oserait aujourd'hui dire que la tisane d'Artémisia, qui est utilisée en Chine depuis 2500 ans, au Vietnam, dans tous ces pays qui ont été le fleuron de la victoire des Viet Cong contre les Américains, puisqu'à l'époque, les Viet Cong tombaient comme des mouches de palu. Et après, ils n'ont plus eu de mort dès qu'ils ont pris la tisane d'artémisine que Mao leur a donnée. Il faut savoir que c'est resté chez eux l'emblème du traitement contre le palu. Or, tous les antipaludéens ont une action prophylactique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hydroxychloroquine, sur le Covid. Ils empêchent le Covid de pénétrer dans les cellules à cause des modifications du pH au niveau des endosomes et de polysomes. Donc, il y a l'artémisine, il y a le bleu de méthylène, il y a l'hydroxychloroquine, il y a tous ces médicaments, même la nivaquine, tous ces médicaments qui ont une action antipaludéenne, ont une action prophylactique contre le Covid, par le mécanisme qui l'empêche de rentrer dans la cellule, donc de se multiplier. Donc, la phase virale est complètement, à titre prophylaxique, inhibée. C'est différent de l'antibiotique qui, lui, vient, à notre avis, tuer le cofacteur qui amplifie la réplication virale, une fois qu'il est rentré dans la cellule. Bon, ben écoutez, docteur, merci beaucoup de votre… Biologiste, pas docteur. Ah, pardon. Pas d'insulte. Pas d'insulte. Nobody is perfect. Nobody is perfect.
Merci beaucoup, donc, monsieur le biologiste, de nous avoir donné ce cours de biologie. Je pense que ça sera très intéressant pour tous les auditeurs, pour tous les lecteurs. Juste peut-être une dernière question. Vous avez envoyé ce courrier aux autorités. Est-ce qu'on peut en avoir une copie? Est-ce qu'on pourrait le publier? Bien sûr, Écoutez, bien sûr. ça sera avec plaisir. Bien sûr, je peux vous envoyer, si vous m'envoyez, j'ai votre mail, hein, je vous envoie les courriers qu'on a envoyés depuis le mois d'avril, hein, depuis le mois d'avril. Eh bien, écoutez, ça sera avec grand plaisir. On a même rédigé, pour que ça soit accessible au grand public, le coronavirus raconté aux enfants. Eh bien, écoutez, donnez-nous une copie, on le publiera. Voilà. Avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup, donc, monsieur Escarguel. Et puis, vous dites merci aussi à tous les médecins de votre collectif. D'accord. En espérant qu'on va pouvoir les rassurer. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée.